La puissance. Notion préalable. Donc, avant de commencer, juste être sûr d'être capable de tracer un diagramme de force, être capable de calculer un produit scalaire entre deux vecteurs, et enfin, calculer le travail effectué par une force constante ou encore par une force variable. Donc ça, ce sont les notions à maîtriser avant là, de faire ce vidéo-là. Objectif de la présentation, donc à la fin de cette présentation, vous devriez être capable d'utiliser la définition de la puissance moyenne et utiliser la définition de la puissance instantanée. Donc, c'est une même notion, la puissance, mais on va avoir deux manières de le définir. Et chacune de ces définitions-là va nous servir dans différents types de problèmes selon les données qui sont justement précisées. Alors, commençons par la définition de la puissance moyenne. Bon, qu'est-ce que c'est la puissance moyenne? Bien, soit delta W, c'est une quantité de travail échangé pendant un intervalle de temps delta T. Donc, vous avez un certain travail qui est fait pendant un certain intervalle de temps delta T. Donc, la puissance P requise pour échanger ce travail est, ici, delta W sur delta T. On devrait peut-être préciser ici, ça ne serait pas mauvais de le faire, là. Ça, c'est une définition de la puissance moyenne. Donc, la puissance moyenne sur un intervalle de temps delta T, c'est le travail effectué divisé par l'intervalle de temps. Les unités de la puissance, ça s'exprime en watts. Donc, watt, le symbole, c'est W, à ne pas confondre avec le W du travail. Hein. Donc, des fois, l'unité porte à confusion avec le symbole utilisé d'une autre quantité. 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc, une machine qui produit un travail de 1 watt, qui a une puissance de 1 watt, fait un travail de 1 joule à chaque seconde. Donc, on va souvent utiliser le système impérial, la notion de chevaux-vapeur ou encore horsepower. Donc, 1 HP, c'est 746 watts. Quelques valeurs de référence de puissance, donc 100 watts. Donc, par exemple, un être humain à peu près au repos, en train d'écouter un cours, c'est une puissance de 100 watts. Alors, si vous regardez, par exemple, la quantité d'énergie que vous avez besoin de consommer dans une journée, ça, c'est assez connu en biologie. C'est un certain nombre de calories ou de kilojoules que vous avez besoin de consommer en aliments. Divisé par la journée, le temps dans une journée, ça donne à peu près 100 watts. Une ampoule électrique, donc les bonnes vieilles ampoules à incandescence, c'était 100 watts. Un cycliste qui fait un sprint, on parle de plutôt 500 watts. Mais là, un 500 watts, vous ne pouvez pas maintenir ça pendant toute la journée. Donc, un sprint, là, c'est très court. Donc, oui, le corps humain peut produire 500 watts, mais pas longtemps. Qu'est-ce qui produit 500 watts? Un séchoir à cheveux, un grille-pain également, ça produit à peu près 500 watts. 1000 watts, si vous avez 1 mètre carré de la surface terrestre, c'est la puissance reçue par le Soleil. Donc, le Soleil envoie 1000 watts à peu près pour chaque mètre carré de surface terrestre. Alors, c'est vraiment beaucoup. Ça peut alimenter beaucoup d'ampoules électriques, mais il faut vous rappeler que le panneau solaire n'est jamais efficace à 100%. Donc, on peut aller récupérer typiquement 5 à 10% d'énergie. Ensuite, il faut la transporter. Ensuite, il y a des moments où il y a des nuages. Il y a moins d'énergie reçue ou c'est l'hiver. Donc, oui, le chiffre peut paraître gros, là, mais dans les faits, ce qui est récupérable est parfois bien moins que ça. Et 10 000 watts, c'est typiquement une voiture sur l'autoroute. Donc, 10 000 watts, on parle d'à peu près 15 HP. Donc, 15 HP, c'est ce que ça prend pour avancer à vitesse constante sur l'autoroute. C'est pas beaucoup 15 HP. Les voitures, les moteurs, c'est souvent 130, 150, 200 HP. Alors, pourquoi est-ce qu'on met autant de puissance? C'est pour pouvoir accélérer. Donc, si vous roulez à 100 km/h et que vous voulez accélérer pour faire un dépassement ou monter une côte, c'est là qu'on va avoir besoin d'aller chercher toute la puissance du moteur. Exemple d'utilisation de la puissance. Bon, regardez une première grue. Alors, la grue, on va dire qu'elle a la puissance de 100 HP et la charge va la soulever en 20 secondes à une certaine hauteur. Une grue B, ici, on va donner 200 HP et la même charge soulevée à la même hauteur, ça va lui prendre seulement 10 secondes. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est la quantité de travail par unité de temps. Si vous allez soulever la même charge à la même hauteur, le travail est le même.
Si vous avez utilisé un temps qui est différent, alors à ce moment-là, la puissance sera différente. Donc, si le temps est 2 fois plus petit, je fais le même travail en 2 fois moins de temps. On a donc une puissance qui est 2 fois plus grande. Premier exercice. On suppose qu'un arc, ce qu'on va étudier, c'est le tir à l'arc, se comporte comme un ressort. On a une constante de rappel 500 Newton par mètre et on le tend sur une distance de 0,5 mètres. Alors, l'archer prend 1 seconde pour tendre l'arc depuis sa position d'équilibre. Quelle puissance moyenne fournit-il? Donc, cet exercice-là va nous permettre de faire une révision du calcul d'un travail fait par un ressort. Donc, ce sera une occasion de revoir cette notion-là. Alors, regardez ce qui se passe. Donc, on a 2 positions. Donc, la position d'équilibre au départ, et ensuite de ça, on a étiré l'arc de 0,5 mètres. Ce qu'on a représenté, c'est le schéma des forces exercées sur la flèche. Donc, l'arc se compose comme un ressort. Ce qu'on a comme formule, c'est souvent la force exercée par un ressort. Donc, l'hypothèse, l'arc se comporte comme un ressort. Il est étiré de 0,5 mètres depuis sa position d'équilibre. Donc, le travail effectué par l'arc. Donc, on le considère comme un ressort et notre formule de travail exercé par un ressort. Donc, on va utiliser ça ici pour trouver le travail exercé par l'arc. Donc, ça donne le travail effectué par un ressort. Donc, moins de demi-K, x carré moins x0 carré. Donc, K, c'est 500. X carré, donc c'est la position finale, donc 0,5 mètres. Et x0, c'est la position initiale, donc la position d'équilibre. Il y a donc moins 62,5 joules. Alors oui, le travail est négatif. C'est négatif, donc parce que le déplacement, il est par là. D'accord? Et la force, vous voyez, est dans la direction opposée au déplacement. C'est donc pour ça qu'on a un signe négatif pour le travail fait par l'arc. Donc un ressort qu'on étire, il va faire un travail négatif. Donc, on continue. Donc, lorsque l'arc est à sa position d'équilibre, de même que lorsqu'il est tendu, la vitesse de la flèche est nulle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Tiens, une autre notion qu'on va aller chercher pour faire une petite révision. Donc, au départ, la flèche est tenue dans l'arc, sa vitesse est nulle, et quand j'ai fini d'étirer l'arc, je n'ai pas encore décoché la flèche. La flèche n'est pas partie, donc sa vitesse est encore nulle. Donc, vitesse initiale, vitesse finale sont nulles. KI, KF, c'est nul, donc delta K égale 0. Alors, travail total égale delta K. Et donc, qui a exercé des forces sur l'arc et sur la flèche? Donc, il y a eu un travail effectué par le ressort, mais l'archer a également exercé un travail sur l'arc. Donc, ici, ce qu'on trouve, c'est qu'ils sont de signes opposés. Donc, oui, l'arc a fait un travail, mais l'archer a fait un travail de signe opposé. Donc, nous, ce qu'on a dû fournir pour étirer l'arc, c'est 62,5 joules. Donc là, ici, c'est beaucoup plus logique la présence d'un signe positif. Donc, on a fourni du travail pour étirer l'arc. Donc ça c'est quand même assez cohérent là, avec l'expérience de tous les jours. Donc, ça prend de la force, ça prend du travail pour étirer l'arc. Ben maintenant, quelle est la puissance? Ben, tout simplement, regardons le travail fourni divisé par le temps. Alors, 62,5 joules divisé par 1 seconde, ben, tout simplement 62,5 watts. Donc, je vous avais montré que l'être humain, c'est typiquement 100 watts. Donc, ça, c'est pas trop d'effort. Donc, assis à écouter un cours, c'est 100 watts. Donc, ça ne demandera pas trop d'effort étirer l'arc. Mais si je veux l'étirer plus vite, donc si je veux tendre l'arc beaucoup plus rapidement, ben là, ça pourrait prendre plus de force et là, ça pourrait prendre plus de puissance. Ça pourrait demander plus d'effort à ce moment-là. Donc, ça, c'est un exemple de calcul pour la puissance moyenne. Donc, on trouve le travail, on divise par l'intervalle de temps. Puissance instantanée. Donc, il est possible que la puissance ne soit pas toujours la même pendant un intervalle de temps. Donc, il y a un petit peu un parallèle à faire entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Donc, oui, la puissance moyenne, c'est sur un intervalle de temps, mais à un instant donné, c'est possible d'avoir une puissance peut-être différente. Alors, comment on va calculer ça?
Ben, on va avoir besoin de la force. Donc, force exercée sur un objet, et V, la vitesse de cet objet. Donc, la puissance instantanée requise pour ce mouvement est produit scalaire entre la force et la vitesse. Produit scalaire entre la force et la vitesse. Ça ressemble un petit peu à la formule du travail. On avait un produit scalaire entre la force et le déplacement. Mais là, pour la puissance, c'est produit scalaire entre la force et la vitesse. Et ça me donne la vitesse instantanée parce que ça, ben, c'est la vitesse instantanée. Donc, à un instant précis, la vitesse est de temps, la force exercée sera de temps, et donc à cet instant précis, on peut des fois dire puissance instantanée, la puissance sera donnée par cette formule-là. Exercice 2. Donc, on a un traîneau qui est tiré sur une surface horizontale par une corde pour maintenir une vitesse constante de 3 mètres par seconde. Une puissance de 120 watts est fournie au traîneau par l'entremise de la corde. Bon, ici, voyez-vous, on a une vitesse constante. Donc, si je regarde un intervalle de temps, la puissance que je fournis à un instant donné, 120 watts, va être la même à n'importe quel instant. Donc, dans la plupart des cas qu'on va voir dans le cours, puissance moyenne et puissance instantanée sont en fait une seule et même chose parce que on va souvent avoir des vitesses constantes. Donc, à chaque instant, j'ai 120 watts, mais c'est également la même valeur moyenne dans le temps. Quel est le module de la force de frottement entre le traîneau et le sol? Alors, la question peut paraître étrange. Quoi? Comment ça, le module de la force de frottement? Bien, on peut se demander pourquoi. Pourquoi ça prend une puissance pour avancer à vitesse constante? Selon la première loi de Newton, un objet qui se déplace à vitesse constante va demeurer à vitesse constante s'il n'y a pas de force nette. Donc là, je fournis 120 watts, je fournis de la puissance et j'ai quand même une vitesse constante. Comment ça se fait? Ben, c'est à cause de la force de frottement. Donc, si on n'avait pas cette puissance-là, le traîneau ralentirait et finirait par s'arrêter. Donc, on va aller calculer justement cette force de frottement. Comment on va faire ça? Bien, la première chose, on va regarder notre schéma des forces sur le traîneau. Bien, c'est pas compliqué. Le poids, la normale, d'accord? Force de frottement et la tension qui tire le traîneau. Donc, toutes ces forces-là devraient être équilibrées parce qu'on a une vitesse constante. D'accord? Donc, en X, on devrait trouver que la tension et la force de frottement sont égales. Ensuite de ça, déterminons la tension à l'aide de la définition de la puissance instantanée. Donc, voici la formule. F fois produit scalaire avec V. Voici nos vecteurs. Donc, la force de tension est dans la même direction que le déplacement. Donc, quand je vais faire le produit scalaire, bien, ça, je le connais déjà. Donc, la puissance, c'est 120 watts. La force F, c'est T. Donc, c'est la force de tension. Le module est inconnu, mais je le mets quand même dans l'équation. La vitesse, le module, c'est 3 mètres par seconde. Et l'angle entre les deux vecteurs, c'est 0 degré. Donc, on trouve que la tension est de 40 newtons. Donc, 120 divisé par 3, 40 newtons. Donc, ça ici, c'est la tension dans la corde. Et maintenant, comment je fais pour trouver la force de friction? Bien, regardez, on va à vitesse constante. Donc, se déplace à vitesse constante, la somme des forces doit être nulle. Alors, qu'est-ce que j'ai en X? La force de tension vers les X positifs et la force de friction vers les X négatifs. On trouve donc qu'elles sont égales. Et donc, la force de frottement vaut 40 newtons. Donc, le traîneau, il y a du frottement, mais il se déplace à vitesse constante. Et la raison pour ça, c'est parce que moi, j'exerce une force de tension qui contrebalance exactement le frottement. Donc, ça, c'est la partie dynamique avec laquelle on est habitué. Donc, relier la puissance à la force, bien ça, c'est avec la définition de la force, de la puissance instantanée. Donc, P égale F fois V, qui nous a permis de relier une puissance à une force.